Derrière les cartes glorieuses et les récits de conquête, existait une peur constante qui tourmentait chaque membre d'équipage, le naufrage. Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi survivre à un naufrage à l'ère des colonisations était, la plupart du temps, une mission quasi impossible. Durant cette ère, l'avancée maritime européenne s'appuyait sur des embarcations qui, bien qu'ingénieuses pour leur époque, étaient loin d'être sûres. Les nefs, caravelles et galions étaient essentiellement faits de bois, un matériau vulnérable à l'humidité, aux parasites marins comme le taré, Teredo navalis, et à la simple usure du temps. Beaucoup de ces embarcations passaient des mois, voire des années, sans recevoir d'entretien adéquat, les rendant sujettes aux infiltrations ou aux ruptures structurelles. De plus, la navigation reposait sur des instruments rudimentaires. Astrolabes, cadrans, boussoles et cartes marines de faible précision formaient l'équipement de base pour l'orientation. Les routes étaient définies à l'œil en observant les étoiles, ce qui menait souvent les navires vers des zones dangereuses comme des récifs non cartographiés ou des régions de calme plat. Un autre facteur qui aggravait la situation était la surcharge. En quête de plus grands profits et de provisions pour de longs voyages, les navires étaient remplis de vivres, d'armes, de trésors, d'animaux et de passagers. Le poids mal réparti compromettait la stabilité et laissait le navire plus vulnérable face aux tempêtes ou aux inclinaisons excessives. Le climat n'aidait pas non plus. Tempêtes tropicales, cyclones et mer déchaînés pouvaient détruire une embarcation en quelques heures. Sans prévision météorologique, les équipages étaient pris par surprise. Les vents contraires ou absents allongeaient le voyage, usaient la structure et épuisaient les provisions. Les archives historiques estiment que près de 20% des navires qui partaient de la péninsule ibérique vers les Indes ou l'Amérique ne revenaient pas, et cela sans compter les disparus sans laisser de traces, des navires qui se perdaient simplement à l'horizon et n'étaient jamais revus. Comme si la fragilité du navire ne suffisait pas, l'organisation des voyages était également chaotique. De nombreux navires rassemblaient des équipages hétérogènes, marins, soldats, religieux, marchands, personnes asservies et même des exilés. La communication à bord était limitée et la chaîne de commandement confuse. En cas d'urgence, la panique remplaçait tout plan d'action. Quand arrivait le moment du naufrage, il y avait rarement le temps de réagir de manière coordonnée. Les signes pouvaient être soudains. Un craquement dans la coque, de l'eau entrant par la cale, une voile déchirée par une rafale, ou graduelle, une inclinaison lente, des fuites persistantes, des mâts qui tremblaient. Dans les deux cas, le résultat était le même, la panique totale. D'abord, il faut se souvenir que la grande majorité des marins de l'époque ne savaient pas nager. Ce n'était pas une exigence dans la marine, ni parmi les équipages civils. Beaucoup voyaient la mer comme un élément hostile et imprévisible, dont seuls les navires les protégeaient. Quand l'embarcation faisait défaut, il n'y avait ni entraînement, ni équipement de sécurité. Il n'existait pas de gilet de sauvetage, de canot pneumatique, ni rien qui puisse aider à flotter. Les plus grands navires avaient des canots auxiliaires, mais en nombre insuffisant et difficiles à manœuvrer en situation de crise. Lors de longs voyages, ces canots étaient déjà endommagés pour avoir été utilisés comme transport de charge. Pendant le naufrage, le pont devenait un champ de chaos. Des cris, des gens qui courent, des objets qui tombent, des cordages lâches,
des voiles déchirés et de l'eau entrant de toutes parts. La cale, souvent pleine de marchandises ou de personnes asservies, était la première à être inondée, laissant des centaines de personnes piégées sans possibilité de s'échapper. Ceux qui parvenaient à atteindre la surface avaient peu d'options. Nager sans savoir nager, s'accrocher à des planches flottantes ou tenter de monter sur un canot improvisé qui coulait peu de temps après par excès de poids. Et même ceux qui survivaient miraculeusement au naufrage affrontaient des heures ou des jours terrifiants à la dérive. L'exposition directe au soleil causait de graves brûlures. L'eau salée aggravait les blessures. Boire de l'eau de mer provoquait la déshydratation et le délire. La faim affaiblissait et l'hypothermie paralysait les muscles la nuit. Sur certaines routes, comme dans l'Atlantique Sud, des attaques de requins étaient également signalées, surtout lorsqu'il y avait des cadavres dans l'eau. Si la mer était déjà dangereuse pendant la navigation, tout devenait encore pire lorsque l'impensable se produisait, le naufrage. Les embarcations de l'époque étaient extrêmement fragiles par rapport aux normes modernes. Même les plus grands navires comme les galions et les nefs étaient construits presque entièrement en bois, calfatés avec de la résine et de l'étoupe. Cette structure pouvait résister à certains impacts, mais était totalement vulnérable aux rochers submergés, aux tempêtes tropicales, aux bancs de sable mal cartographiés et bien sûr aux erreurs de navigation. Un autre facteur décisif était l'absence totale de gilets de sauvetage ou de systèmes organisés d'évacuation. En cas de naufrage, les quelques canots disponibles, quand il y en avait, ne suffisaient ni pour tout l'équipage, ni pour les passagers. Dans de nombreux récits, seuls les officiers ou les nobles avaient la priorité pour monter à bord de ces canots improvisés, tandis que les autres étaient abandonnés à la mer. La dynamique du naufrage contribuait au chaos. Il n'y avait pas d'alarme, de signaux, ni de protocole. Cela se produisait souvent de nuit avec des vents forts, une pluie intense et une panique générale. Les navires se brisaient, s'inclinaient dangereusement ou coulaient brusquement, piégeant hommes, femmes et enfants dans les compartiments les plus profonds. De plus, comme nous l'avons déjà dit, la plupart ne savaient pas nager. Cela peut paraître étrange aujourd'hui, mais à cette époque, nager n'était pas une compétence courante. Beaucoup de marins craignaient la mer. Ce n'est pas pour rien qu'elle était considérée comme un symbole de mort et de superstition. Il était courant que les naufragés se noient dans les premières minutes, même près de la côte. Et pour ceux qui parvenaient à s'accrocher aux débris du navire, un autre défi se présentait, la résistance physique. Sans préparation, en hypothermie, affamés et assoiffés, beaucoup mouraient après quelques heures à la dérive. L'eau salée empirait les blessures, la déshydratation arrivait vite et l'eau de mer n'était pas potable. Même si un marin avait la chance improbable de survivre au naufrage, cela ne signifiait pas être en sécurité. La mer n'était que le premier obstacle. La véritable terreur pouvait commencer en arrivant à terre ou, pire, sur des îles désertes. En tombant à la mer, les naufragés devenaient des proies faciles pour les requins, les barracudas et même les orques, en particulier dans les eaux chaudes et tropicales. Bien que les attaques ne fussent pas aussi courantes que les mythes le prétendent, la peur était réelle. Des survivants racontaient que de gros poissons rôdaient autour des débris du naufrage
que des corps disparaissaient en quelques secondes et qu'ils passaient de longues heures sur des planches sans bouger, par peur d'attirer l'attention. Une fois à terre, l'isolement était cruel. Imaginez un groupe de marins sans ressources, sans carte, sans nourriture et avec des blessures, échoués sur des îles sans trace de civilisation. Beaucoup mouraient dans les premiers jours d'infection, de piqûres, d'intoxication par des plantes ou simplement en buvant de l'eau contaminée. De plus, il y avait le risque d'arriver sur des territoires hostiles. Dans certaines régions du monde, les survivants rencontraient des peuples indigènes qui pouvaient réagir avec peur ou violence. D'autres fois, ils arrivaient dans des zones disputées entre puissances coloniales, et un naufragé pouvait être considéré comme un espion, réduit en esclavage ou exécuté. Même lorsqu'il y avait un sauvetage, celui-ci pouvait prendre des semaines ou des mois. Sans radio, sans signaux, le seul espoir était qu'une autre embarcation les aperçoive par hasard. Les chances de sauvetage étaient minimes et beaucoup disparaissaient simplement pour toujours, sans laisser de traces. Et enfin, il y avait l'impact psychologique. Survivre à un naufrage, ce n'était pas seulement vaincre la mer, c'était porter des cicatrices physiques et mentales pour le reste de sa vie. De nombreux marins prenaient leur retraite après l'avoir vécu, considérés comme maudits ou émotionnellement instables. L'idée de traverser les océans sur des embarcations fragiles, sans carte précise ni ressources suffisantes, semble aujourd'hui un acte de bravoure, mais à l'époque, c'était un pari désespéré entre la gloire et la mort. Les naufrages faisaient partie du quotidien de l'expansion maritime, aussi courant que silencieusement, ignoré par les registres officiels. Peu de documents détaillent les tragédies survenues lors de ces traversées. La plupart des récits provenaient de lettres, de chroniques de missionnaires ou de témoignages de soldats qui avaient réussi à survivre par hasard. Quand un navire se perdait, il n'y avait ni recherche, ni communication, ni espoir. La disparition était acceptée comme si l'océan avait le droit divin d'engloutir des vies. Aujourd'hui, en étudiant ces histoires, nous ne cherchons pas seulement les noms célèbres, mais aussi à sauver la mémoire de ceux qui ne sont jamais revenus. Que la connaissance historique serve non seulement à raconter les conquêtes, mais aussi à réfléchir sur le coût humain de ces traversées. Si cette vidéo vous a fait voir avec plus de profondeur la réalité des grandes navigations, laissez votre « j'aime », partagez-la avec d'autres passionnés d'histoire et abonnez-vous à la chaîne.